empreinte carbone. Merci pour ces réponses intéressantes. Je vais continuer le débat parce que en l'élargissant un petit peu, on a auditionné au tout début le représentant permanent de la France à la FAO et qui d'ailleurs nous a fait une cartographie qui a été confirmée dans une autre audition, je crois, d'ailleurs celle de M. Pouche et de M. Abyss qu'on a eu la semaine dernière. C'est-à-dire que quand on regarde le sujet de la sécurité alimentaire, elle se pose dans une bonne partie du continent d'Afrique, dans certains pays d'Asie et dans certains pays d'Amérique latine. Et en réalité, c'est une question qui n'existe pas en Europe et puis en Amérique du Nord aussi, mais restons sur l'Europe, c'est ce qui nous intéresse. Et d'ailleurs, ce constat-là est corroboré par les chiffres qu'on retrouve dans les rapports de France Agrimer, que ça soit sur les indicateurs de bilan de l'agriculture française ou de façon majoritaire, la grande majorité des productions, nous sommes en fait autosuffisants ou pas très loin de l'autosuffisance. Alors il y a quelques filières qui sont un peu problématiques, toujours bien connues, hein, fruits et légumes, poulet, filière ovine. Et le rapport de France Agrimer donne aussi quelques indicateurs au niveau européen où sur la plupart des grandes productions, nous sommes en fait au-dessus de l'autosuffisance ou pas très loin de l'autosuffisance. Dit autrement, il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire qui se pose en Europe. Donc, est-ce que le débat tel qu'il a lieu en fait sur le sujet souveraineté, sécurité alimentaire, ça dépend de l'emploi des mots, et vous avez bien fait de rappeler qu'il y a une petite nuance selon qu'on soit en anglais ou en français. Est-ce que le débat en fait n'est peut-être pas un peu excessif au sens où il y a des continents dans le monde où il y a des vrais problèmes de sécurité alimentaire et de potentielle malnutrition, voire de famine qui se posent. Voilà. Je vous adresse cette question un peu directement parce que c'est un point de discussion que nous avons eu notamment avec les chercheurs, les scientifiques que nous avons auditionnés au début et qui globalement disent tous que voilà, le sujet ne se pose pas tout. Et c'est pour ça que je disais que cette notion de souveraineté alimentaire devient peut-être aussi une notion fourre-tout, c'est-à-dire qu'elle, on ne sait peut-être plus exactement de quoi on parle, et on ne parle pas de certains mots MAUX de l'agriculture qui existent, qui sont réels, parce que tout ne va pas bien dans l'agriculture française et l'agriculture européenne, mais qui au fond ne sont pas les sujets de sécurité alimentaire ou de souveraineté alimentaire. Alors, plusieurs aspects dans votre question. D'abord, la FAO dit, et je pense que M. Pouche et M. Abyss, qui sont les deux meilleurs experts de ces sujets en ce moment, et qui écrivent beaucoup et qui témoignent beaucoup, très intéressant, la FAO a chiffré à plus 70% de production pour 2050 en raison de l'élévation de la population mondiale et de l'élévation de son pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire que ce plus 70%, il va être produit quelque part. Où sera-t-il produit par qui ? Avant la guerre, avant l'attitude Poutine qui a mis en avant le caractère stratégique, la question était moins flagrante de qui allait produire. Nous, Français, nous exportions notre blé en Russie il y a 20 ans. Et puis, on a vu peu à peu la Russie arriver avec du blé moitié prix sur le pourtour méditerranéen, Égypte, Algérie, Maroc, qui sont des pays qui avaient une habitude d'approvisionnement français. Donc, on s'est fait déloger de ces pays-là. La Russie a capté tous les marchés ukrainiens. Les bâtonnets orange, c'est la Russie qui les satisfait aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle le blé ukrainien, ne pouvant plus aller sur ses destinations lointaines, raison de transport et marchés déjà captés, inonde le marché européen et met à mal la stabilité européenne avec le développement d'un sentiment anti-ukrainien qui est très malsain à l'approche d'une intégration de l'Ukraine dans l'Union, qui arrivera dans 10 ans peut-être, mais qui a été décidée politiquement en novembre 2022 par les chefs d'État. Donc la déstabilisation géopolitique, elle se fait sur l'alimentation. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, tout comme la guerre en Irak était une guerre sur la ressource pétrolière, la guerre en Ukraine est une guerre sur la ressource alimentaire? Si la Russie capte l'Ukraine et à 25 à 30% du blé mondial, quid Europe, quid USA, quid repositionnement géostratégique et stabilité? Parce que la Russie dit aussi qu'elle ne s'arrêtera pas là.
La Pologne est très inquiète, amène des équipements en frontière. Dans mon organisation COPA, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie sont extrêmement inquiets et très en lien justement avec leurs dirigeants sur ces sujets de perte potentielle de territoire. Donc évidemment, les médias français ne parlent pas de ça, mais la réalité, c'est que ces pays ont ça comme information, et c'est des discussions qu'ils ont avec leur ministre de l'Agriculture, leur ministre de l'Intérieur et leurs dirigeants premiers. Et puis, il y a un autre aspect. Quand j'étais présidente du CNG entre 1994 et 1998, la balance commerciale française était déjà déficitaire de 60 à 65 milliards d'euros, et l'agriculture apportait 14 milliards d'euros dans la balance commerciale. Le vin, les céréales, les fromages, les semences, premier pays exportateur de semences, la France, la génétique animale, etc., etc. Et nous avons assisté à cette régression de l'apport de l'agriculture. Donc, on a perdu des exploitations, moins 100 000. On a désertifié, des exploitations ont disparu, des territoires se sont désertifiés, tout le monde s'en désole. Regardez aujourd'hui tous les débats par rapport au désert, peut-être pas dans votre région, mais moi je suis originaire du Cantal. Et puis il y a même des zones en Gironde, mais où dans les zones de grands espaces, il y a quand même moins de densité, moins d'attractivité et un certain nombre d'autres problèmes qui se posent. Avoir un secteur qui est capable d'apporter des devises dans une balance commerciale malade, c'est pas une maladie honteuse. On se réjouit d'exporter des avions, on se réjouit d'exporter du luxe. On a des territoires français qui ont du potentiel de production, il y a un savoir-faire des agriculteurs, on a des centres de recherche qui nous apportent des solutions. On a des agriculteurs performants. Je crois que les chiffres qui sont cités dans le rapport montrent aussi les performances en rendement, en activité. Et on a une industrie agroalimentaire qui est un fleuron français et européen aussi, qui crée plus d'emplois que l'aéronautique et qui sont des emplois répartis sur le territoire. Donc il y a derrière le sujet de l'agriculture des enjeux politiques. Le mot sécurité, c'est un mot économique. Le mot souveraineté a une connotation politique. La question de fond, c'est est-ce que la France veut garder son influence? À Bruxelles, les pays nous regardent la France et s'inquiètent. Depuis la création de l'Union européenne, la France était un pays leader. Le couple franco-allemand était une réalité, y compris en agriculture, pour porter une vision de développement, de modernisation, de performance de l'agriculture et d'apport de tous ordres, économiques, social et environnemental au territoire. Depuis un certain nombre de sujets, alors depuis, moi j'ai mémoire de Dominique Voynet, donc ça date déjà, qui avait décidé que, par exemple, en exploitation porcine, sur le sujet IED, on allait avoir des niveaux beaucoup plus bas. C'était 2000 porcs soumis à autorisation en Europe. Madame Voynet a décidé que c'était 450 en France. Moralité, à ce moment-là, il y avait à peu près 20 millions de porcs en France, en Espagne, en Allemagne. Aujourd'hui, il y a 47 millions de porcs en Espagne. Il y en a 46 en Allemagne et ils sont en train de baisser parce qu'ils ont la fièvre porcine africaine. Et nous sommes à 23. C'est-à-dire que sur le temps, depuis ce moment-là, la France est restée au niveau et les autres ont développé. Et donc la France s'est mis... Donc là, c'était la surtransposition. On peut aussi citer le Grenelle de l'environnement en 2007 qui a énoncé moins 50% de phyto en 3 ans sans donner de moyens, rien du tout, mais en mettant dans la tête des Français qu'il était possible de réduire les phytos comme ça d'un claquement de doigts. Le président de la FNSEA de l'époque, Jean-Michel Lemétayer, avait fait rajouter une phrase de précaution qui était si possible, réduire de 50% si possible. Donc les alertes, elles ont été lancées pour dire attention, vous allez trop vite. Alors je ne vais pas refaire le parallèle avec le nucléaire qui est souvent fait, mais enfin nous le ressentons quand même très souvent comme tel. Un secteur agricole qui a été vilipendé, qui a été voué aux gémonies, qui a été laissé en pâture à un certain nombre d'associations, de courants de tous ordres et de courants verts les plus radicalisés. Il y a un certain nombre de réalités, de structures avec lesquelles nous arrivons à discuter. Je les ai souvent côtoyées au Conseil national de la transition écologique. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des propos excessifs à propos de l'agriculture, créant d'ailleurs des attaques même personnelles contre les agriculteurs. Quand ils utilisent des phytos ou quand ils veulent faire un bâtiment, ou vous le voyez bien, on est obligé en France de faire une loi pour la lutter contre les troubles anormaux du voisinage. Enfin, c'est quand même un contexte assez malsain. Il n'y a aucun autre pays européen qui a fait une loi comme celle-là. Donc moi, j'ai 62 ans, je vois l'évolution depuis l'âge de 19 ans où je suis agricultrice. Je peux vous dire que je vis avec tristesse et désolation le décrescendo de l'agriculture française qui a été quand même laissé en pâture à un certain nombre de critiques non fondées
parce qu'il y a aussi beaucoup d'affirmations qui sont des fake news et révélées ensuite comme telles et qui posent problème. Bon, sur le sujet des produits phytosanitaires, il y a la question du glyphosate où la France seule se met des restrictions. L'Union européenne réhomologue, la France continue à dire restrictions. Sur les néonicotinoïdes, 2016, Barbara Pompili, dans le gouvernement précédent sous François Hollande, a décidé, je serai la première à supprimer les néonicotinoïdes, a fait tous les 20 heures possibles pour le dire et s'enorgueillir. Aujourd'hui, les autres pays européens font une dérogation pour utiliser l'acétamipride. La France se l'interdit parce que dans la loi, il est interdit de pouvoir le faire. Donc, c'est pas faute d'avoir alerté, c'est pas faute d'avoir été lanceur d'alerte, mais nous avons été moins écoutés que d'autres. Donc, moi, en tant que présidente européenne aujourd'hui, j'entends les pays me dire « Mais pourquoi la France baisse la garde de cette façon-là » La France était un fer de lance en Europe, elle ne l'est plus. Et l'Allemagne aujourd'hui, avec un ministre de la coalition qui est vert, et qui a une vision très, très idéalisée de l'agriculture, puisqu'il dit 30% d'agriculture biologique encore aujourd'hui, puisqu'il a fait le choix d'éco-régimes très exigeants et 39% des agriculteurs allemands ne perçoivent pas leurs 25% de soutien parce que l'éco-régime est inaccessible. En France, nous avons, nous, des éco-régimes accessibles, Dieu merci, pour que les agriculteurs y aient accès. Donc c'est une accumulation de décisions qui nous conduisent aujourd'hui à un décrescendo de l'agriculture. Alors oui, il n'y a pas de risque de perte, il n'y a pas de risque de pénurie, mais quand on importe 44% de nos poulets et 70% de nos poulets dans les cantines, et qu'au même moment, LDC, le leader français du poulet, ferme 200 bâtiments de volailles label rouge, est-ce que c'est la bonne direction ? Donc, et en plus, pardon, dernière phrase, en anglais on dit affordable, c'est-à-dire l'abordabilité, le côté accessible de l'alimentation. Quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui sont exclues de l'accès à l'alimentation, les malnutris même en France, ou ceux qui ont recours à l'aide alimentaire, de plus en plus nombreux. Donc moi j'ai plaisir à dire que la France et l'Europe ont construit cette sécurité et cette souveraineté alimentaire grâce à la politique agricole commune, qui a permis de soutenir des filières, de soutenir des exploitations parce qu'elle a un caractère économique, et qu'il faut continuer à promouvoir cette politique agricole commune, certainement la faire évoluer parce qu'il y a besoin d'évolution, notamment avec la jeune génération qui arrive et 40% d'exploitations qui vont céder. Et il faut certainement envisager les choses différemment, certainement aussi avec l'effondrement de l'élevage que l'on constate à peu près partout dans toutes les espèces. Donc les exploitations de polyculture élevage qui sont le joyau d'économie circulaire et qui sont la réponse à nos déficits d'engrais pour partie, et notre dépendance aux engrais devrait être promue, mais pour ça, il faut pouvoir faire des bâtiments et donc convaincre la population française qu'une porcherie, un poulailler, ce n'est pas une centrale nucléaire et qu'on peut tout à fait en avoir 2 ou 3 ou 4 dans une même commune.